Bonjour, aujourd'hui je vous présente un extrait de Meurtre au champagne de Sébastien Théveny. C'est un extrait qui vient directement de Audible et c'est lu par Régis Burtin. Bonne écoute. À Piu-Piu, Vévé et Mickey. Et tu prends les bonheurs comme grains de raisin. Petit bout de petit rien. Jean-Jacques Goldman. Famille. Prologue. Quel qu'en soit le prix. Épernay, 13 juillet 2019. La lourde porte d'acier coulissa latéralement sur son rail dans un silence feutré. Ici, à l'entrée du pressoir, tout apparaissait aussi propre, stérile et entretenu qu'un laboratoire médical. Les inox rutilaient, à l'image de la fortune de la famille de Bertrand de Beaulieu, que tout le monde dans la région respectait. Messieurs, vous entrez dans l'un des lieux les plus extraordinaires des vignobles français. Un pressoir. Il constitue la première étape d'une longue chaîne de manipulations et de procédés qui aboutiront à cette merveille de la nature que nous emprisonnons jalousement dans des flacons de verre opaque, hermétiquement scellés par un bouchon de liège et un muselet d'acier. Je veux parler, bien sûr, de ce vin effervescent imaginé il y a 4 siècles par le moine bénédictin Dom Pérignon. Le champagne, messieurs. Le propriétaire des lieux en rajoutait, s'essayant au lyrisme afin d'impressionner la poignée d'investisseurs japonais qu'il recevait ce jour. Le traducteur franco-nippon tentait de suivre son débit et ses digressions sans que Bertrand de Beaulieu ne daigne ralentir la cadence. L'homme, qui venait de fêter ses 70 ans, promenait sa bedaine et sa couronne de cheveux blancs en tête du cortège, immédiatement suivi de sa fille Bérangère, chargée des relations publiques, ainsi que de Patrice Pedrazzini, son maître de cave, lequel interviendrait un peu plus loin dans la démonstration. Le petit-fils du baron déroula son laïus. Par cette porte, les caisses débordant de raisins et fraîchement et délicatement cueillies à la main sont déposées à la pesée puis déversées dans ces grandes presses hydrauliques faites de bois et d'acier. Combien contiennent ces pressoirs ? Voulut savoir l'un des Japonais. Ah, très bonne question, monsieur Yamamoto. Il faut compter 4000 kilos de raisins en grappe entière, quantité appelée marc, pour une presse. Celle-ci va opérer lentement durant 4 heures. J'ajoute, précisa le chef de cave, que nous sommes tenus de presser cépage par cépage, cru par cru. C'est un gage de qualité. Les investisseurs hochaient la tête tout au long de la version traduite, subjugués par la technicité. Ayant obtenu l'autorisation de prendre des photos, ils ne se l'interdisaient aucunement, avides de retourner au pays avec des images plein les yeux et les cartes mémoire de leurs appareils. Continuons, si vous le voulez bien, reprit Bertrand de Beaulieu. Le patriarche du domaine les conduisit alors un étage au-dessous, par un escalier métallique le long duquel serpentaient des conduites en inox. À travers ces tuyaux, expliqua-t-il, les jus s'écoulent lentement depuis le pressoir jusqu'à la distillerie. Ils sont recueillis, là encore, cépage par cépage, dans des cuves appelées belons. Clic-clac, photo. Ensuite, les jus sont dirigés vers ces cuves appelées cuves de débourbage, renseigna le maître de cave, aux grandes dames du traducteur, qui se heurtait à une flopée de mots techniques à chacune des phrases des deux hommes, se chargeant simultanément des explications. Ils y resteront entre 12 et 24 heures, le temps que toutes les impuretés lourdes, les bourbes, se déposent au fond avant d'en être extraites. Enfin, ce jus de raisin désormais clair s'en ira dans la pièce que nous allons visiter à présent, la cuverie de fermentation. Suivez-moi, je vous prie, les invita Beaulieu. Derrière lui, sa fille, âgée de 38 ans, suivait docilement, une once de fierté dans le regard et le port altier. Elle savait pouvoir hériter prochainement du domaine, vignoble comme installation, négoce comme production globale, soit plus d'1 million de bouteilles chaque année. Un héritage à se partager entre elle, sa sœur cadette Apolline et son frère aîné Vincent, qui aurait dû les accompagner ce matin, mais qui se trouvait curieusement aux abonnés absents. D'ailleurs, son père se pencha à son oreille et lui demanda d'un ton irrité. « Est-ce que tu as vu ton frère ? Bon sang, il devrait être là ce matin pour négocier avec les Japs. Où est-ce qu'il traîne encore, celui-là ? Aucune idée, papa. J'ai appelé sur son mobile 3 fois, sans succès. J'ai laissé des messages, aucun signe de vie. » Bertrand de Beaulieu hocha la tête d'un air contrarié, mais se concentra sur ses hôtes, escortant M. Yamamoto vers la suite de la visite. Leurs pas résonnaient sur les marches métalliques à mesure qu'ils progressaient vers l'étage inférieur. Ici,
Une trentaine de cuves en inox étincelantes et disposées en enfilade contenaient les jus en cours de fermentation. Chacune de ces cuves porte un numéro permettant la traçabilité des moûts, crut bon d'expliquer Patrice Pedrazzini, déjà plus dans son domaine. À cette période de l'année, la plupart d'entre elles sont pleines, pour un total de 90 000 hectolitres. Le travail des levures est en cours. Nous abordons de plein pied le cœur de la magie du champagne, messieurs, claironna son patron. Derrière ces parois en inox, le sucre des jus se transforme en alcool et en gaz carbonique. Ce n'est désormais plus du raisin, mais déjà du vin. Pas encore effervescent, toutefois. Un vin calme, tranquille. Il lui faudra plusieurs semaines pour devenir propre à être assemblé. C'est alors qu'interviendra toute l'expertise de mon chef de cave, ici présent, qui vous fera un exposé très complet, si cela vous intéresse, de ce en quoi consiste l'exercice minutieux de l'assemblage. Il s'agira ni plus ni moins d'une composition subtile de goût, d'arômes et d'émotions, qui donnera naissance à une partition unique. Vous pourrez vous-même vous prêter à l'exercice de dégustation. Des murmures d'enthousiasme se répandirent dans l'assemblée nippone. De même que nombre de flashs, clic-clac, dans la boîte. Peut-on voir à l'intérieur d'une de ces cuves demanda Kei Yamamoto, le patron de la firme d'investisseurs venu en repérage en Champagne afin d'y placer au mieux leur yen, en vue de profits juteux. Patrice interrogea Bertrand de Beaulieu. Y a-t-il une cuve vide que ces messieurs pourraient inspecter? La 12, oui, monsieur de Beaulieu. Suivez-moi. Le maître de cave escorta le groupe jusqu'à la cuve en question et entreprit d'en dévisser la trappe de visite, qui s'apparentait à une sorte d'écoutille de sous-marin munie d'un volant à tourner, pareil au couvercle des autocuiseurs d'antan. La manœuvre déclencha quelques couinements douloureux pour les oreilles des Japonais, qui grimacèrent. Toutefois, cette sensation n'était rien en comparaison du spectacle qui les attendait. En effet, lorsque Patrice Pedrazzini eut ôté la trappe métallique, il se figea brutalement. À l'intérieur de la cuve, une figure humaine livide le fixait de ses yeux vitreux, encadrée d'une chevelure poisseuse, la bouche statufiée, grande ouverte comme dans un cri silencieux, resté à jamais en suspens. Le chef de cave referma prestement la trappe, avant que les Japonais ne puissent découvrir le cadavre qu'ils venaient de mettre à jour. On ne savait jamais, avec tous ces appareils photo prêts à être dégainés. Un drame pareil aurait signifié la fin d'une grosse promesse de vente de la part des négociants du pays du soleil levant. « Nous avons un petit souci avec cette cave, » glissa-t-il à son patron. « Elle n'est pas propre. » Bertrand de Beaulieu, qui n'avait pas eu le loisir d'apercevoir la tête du Maccabée, fronça les sourcils. « Comment cela, pas propre? Les employés devraient pourtant avoir déjà... Je vais plutôt montrer à ces messieurs de Tokyo la cuve 27, le coupa Pedrazzini, avec un rictus entendu. Une mimique trop comique pour la situation, alors que des murmures s'élevaient déjà en langue nippone. Le maître de cave invita les Japonais à le suivre, tandis que le patriarche rouvrait la trappe pour y découvrir l'objet de la terreur de son employé. À son tour, un rictus d'épouvante se dessina sur ses traits. Il referma bien vite la cuve, se pencha à l'oreille de sa fille, lui confiant le soin de prévenir discrètement les autorités, tout en l'invitant à user de tout son entre-gens afin que la nouvelle ne s'ébruite pas au-delà du cercle du domaine. En experte des relations publiques, nul doute que Bérengère de Beaulieu saurait faire taire les journalistes trop avides de sensationnel. Ce n'était pas la première fois qu'un tel accident stupide survenait dans un domaine viticole, mais celui-ci risquait, par son retentissement, de faire capoter de belles affaires, voire d'entacher la réputation jusqu'ici exemplaire du domaine baron de Beaulieu. Le scandale devait être évité à tout prix, quel qu'en soit le prix. Voilà pour le prologue. Pour connaître la suite, pour savoir qui est dans cette fameuse cuve, vous pouvez vous procurer Meurtre au champagne de Sébastien Théveny, soit en audio, soit en format papier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.